Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'Éducation. Tout de suite, le sommaire. Ils sont jeunes et engagés. Dans le Grand JT de l'Éducation, on va confronter les avis des différents jeunes qui militent pour Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore Emmanuel Macron. Ne manquez pas ce rendez-vous, ce sera dans quelques minutes. S'amuser tout en apprenant, c'est ce que propose l'application Bayam, qui a été élaborée par le groupe Bayard Jeunesse. Son directeur numérique nous en parle en deuxième partie de l'émission. Enfin, dans sa chronique, Mickaël Dorian nous parlera de la volonté d'instaurer un contrôle parental sur TikTok et Snapchat. Mickaël Dorian qu'on retrouve tout de suite pour l'actu en bref. Et à la une de l'actualité, Parcoursup qui offre un délai supplémentaire de 24 heures aux élèves de terminale pour confirmer leurs vœux et finaliser leur dossier. La raison, un problème informatique qui a rendu le site totalement inaccessible mercredi. Désormais, tout fonctionne correctement et la date butoir est repoussée à vendredi 23h59 au lieu de jeudi. On vous en parlait hier sur School TV. La famille de Samuel Paty a décidé de porter plainte contre les ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale pour non-assistance à personne en péril. Invitée sur RMC ce jeudi, l'avocate de la famille, maître Virginie Leroy, a dénoncé les raisons pour lesquelles, selon elle, l'assassinat de Samuel Paty aurait pu être évité. Il y a deux pans. Il y a le volet préventif, puisqu'on le sait, Hans Zorov, qui est donc l'assassin de Samuel Paty, avait été détecté par la plateforme Pharos. Ce signalement, il a été transmis à la DGSI, qui ne l'a pas traité. Donc ça, c'était en juillet. Si on l'avait traité, ce signalement, si on avait suivi le compte Twitter d'Anzorov pour surveiller ses activités, on aurait vu en septembre qu'il recherchait des cibles sur la toile. Donc ça, c'est le premier point, c'est le volet préventif. Ensuite, quand la polémique enfle, qu'elle éclate, que Samuel Paty est stigmatisé sur les réseaux sociaux, son nom circule, il est accusé de blasphème, dans un contexte que je rappelle très sensible. On est en plein procès Charlie Hebdo, on a la republication des caricatures, les organisations terroristes menacent la France pour les caricatures. L'avocate de la famille de Samuel Paty, interrogée par nos confrères d'RMC. Dans le reste de l'actualité, Yannick Jadot, pour qui la jeunesse doit s'emparer de cette élection, alors qu'on entame actuellement la dernière ligne droite avant le premier tour des élections présidentielles ce dimanche. Le candidat écologiste était invité ce jeudi sur France Inter. Il a adressé un message aux jeunes électeurs. On a voulu parler de la jeunesse, on a voulu la mobiliser, il faut qu'elle s'empare de cette élection. C'est notre avenir, c'est son avenir qui se joue. Elle a été tellement précarisée pendant ce quinquennat. Il y a tellement de propositions pour les sortir de la précarité avec un revenu citoyen, pour leur donner un ticket liberté-climat. C'est-à-dire qu'un ticket, ils peuvent se balader sur tous les transports collectifs dans notre pays avec une seule carte à partir de 50 €. De l'autonomie, la fin de la précarité, on s'occupe des grands enjeux de l'humanité pour eux et pour nous. Le Conservatoire de Paris poursuit sa progression. Il vient d'être classé 4e meilleure école d'art du spectacle du monde, derrière la célèbre Juilliard School de New York. Cette année, c'est le Royal College of Music de Londres qui rafle la première place. Le Conservatoire de Paris qui était passé de la 17e place en 2020 à la 5e place l'année dernière et donc 4e place cette année. La solidarité avec l'Ukraine se poursuit dans les écoles françaises. Chaque jour, de nouveaux élèves réfugiés sont pris en charge. Bilan de cette situation d'urgence avec Jean-Michel Blanquer qui s'est entretenu mercredi avec les autres ministres européens de l'éducation et avec le ministre ukrainien. Nous sommes en relation directe avec le ministre ukrainien de l'éducation. Je lui parle fréquemment et régulièrement. Et évidemment, nous essayons d'être le plus en soutien de ce qu'il peut souhaiter. En pratique, cela signifie d'abord l'accueil des réfugiés, évidemment, et donc la scolarisation des enfants, dans une perspective de lien établi en permanence avec l'Ukraine, concrètement avec l'enseignement en ligne ukrainien, et avec la possibilité pour chaque enfant ukrainien de garder le contact avec son pays, et en même temps d'être bien intégré, évidemment, localement, dans nos systèmes scolaires. Dans le cas de la France, nous sommes en train d'arriver à 10 000 enfants scolarisés, et chaque pays a évidemment à faire en la matière, et nous échangeons sur les meilleures pratiques. Merci Mickaël. Ils sont 4 à avoir accepté de venir débattre sur le plateau de School TV. 4 jeunes engagés avec différents candidats à la présidentielle. Qu'attendent nos jeunes de nos dirigeants? On en parle tout de suite.
Je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Théo Lazarevitch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre des Jeunes avec Yannick Jadot. Merci d'être avec nous. Pierre-Emmanuel Rivière également. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes membre des Jeunes avec Marine Le Pen. C'est ça. Merlin Gauthier également. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre des Jeunes avec Jean-Luc Mélenchon. Et puis on a par Skype Guylain Gilliot qui soutient Emmanuel Macron. Merci d'être avec nous. Merci tous les quatre. À quelques jours, évidemment, de ce premier tour, on a 1000 questions, mais le temps nous est imparti, est assez court. Les sujets abordés sont évidemment très nombreux. On va commencer par le premier sujet, puisque chanterai de jeune, justement. Je suis bien la seule vieille sur ce plateau. Vivre en tant que jeune aujourd'hui à Paris, en banlieue, dans les villes ou dans les campagnes, est-ce que c'est encore possible, sachant qu'on sort de 2 ans d'enfer, où on a vu des jeunes dans une précarité terrible, vivant un cauchemar pour se nourrir, pour se loger ou pour simplement avoir une vie décente. Est-ce que c'est possible d'espérer encore une vie positive et de l'imaginer justement à ces 3 jours de l'élection? Théo Lazarevitch. Bah oui. Et franchement, moi, j'appelle les jeunes à aller voter dimanche parce que c'est vraiment important. C'est leur avenir qui est en main. Aujourd'hui, après 5 années de désastre du quinquennat Macron, on voit qu'il n'a rien fait pour les jeunes. Donc je pense qu'il faut être positif, il faut voir le bout du chemin. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Pourquoi désastre? Parce que selon vous, la situation des jeunes est à cause de... Il n'y a qu'à voir les files d'attente qu'il y avait devant je pense par exemple à l'association Copains Solidaires qui donnait de la nourriture à des étudiants qui ne pouvaient pas se payer autrement à manger, et ça c'est très grave. Moi je sais que j'ai beaucoup d'amis qui en hiver ne peuvent pas se chauffer correctement. Donc oui, il y a un vrai problème du pouvoir d'achat aujourd'hui pour les étudiants et plus globalement de l'étude, donc que ça soit à l'université ou même avec Parcoursup. Aujourd'hui, j'ai une pensée d'ailleurs à tous les lycéens qui sont aujourd'hui en train de remplir leur dernière phase avant demain. Dernier choix, effectivement, c'était hier ça. Mais dites-moi, c'était le 7 avril. Oui, mais... Ah oui, c'est vrai. Vous savez, Théo, vous me dites vos amis qui n'arrivent pas à se chauffer. Est-ce que c'était là récemment sur ces 5 dernières années ou c'était valable également il y a 10 ou 15 ans? Non, Est-ce que c'est vraiment dû à la politique d'Emmanuel Macron? Non, évidemment que non, mais c'est que les problématiques de pouvoir d'achat n'ont jamais été aussi importantes sous le quinquennat Macron. Aujourd'hui, on n'a qu'à voir les écarts de richesse qu'il y a entre les plus riches et les plus pauvres. On voit très bien que la politique d'Emmanuel Macron, celle du « quoi qu'il en coûte », a été un résultat de ce qui s'est passé. Il y a énormément de gens qui ne peuvent plus vivre décemment et tout seuls. Et voilà, donc, je pense que c'était déjà il y a longtemps. Moi, je le vois parce qu'aujourd'hui, moi j'ai 20 ans, donc... forcément, je parle de mes amis, donc je vois ce que je vois ce qu'a fait Emmanuel Macron pendant 5 ans. Donc je parle de mon vécu, mais c'était là depuis longtemps. Oui. Guylain Gilliot, vous qui soutenez justement Emmanuel Macron, une réaction par rapport à ce que vient de dire Théo Lazarevitch? Oui, alors ce que je peux dire, c'est qu'on est tous finalement conscients des problématiques que peuvent rencontrer les étudiants, notamment pour le pouvoir d'achat. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que le gouvernement a été là pendant la crise sanitaire, notamment grâce au repas Crous à 1 €, aux aides exceptionnelles. On a gelé les loyers Crous, on a gelé les frais d'inscription à l'université. Mais on a vu que finalement, ça ne suffisait pas, qu'il fallait aller plus loin. Et donc, ce que propose Emmanuel Macron, c'est 2 choses. C'est tout d'abord, pour 2022, c'est ce qu'on appelle la solidarité à la source. C'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de non-recours aux aides dont peuvent bénéficier les étudiants, parce qu'aujourd'hui, c'est un énorme problème. Et donc là, il y aura un versement automatique des aides dont pourront bénéficier les étudiants. Et puis, ça a été annoncé, là... la campagne vient de sortir un nouveau tract jeunesse qui finalement indique que Emmanuel Macron mettra en place une réforme des bourses qui permettront tout d'abord d'augmenter les bourses en elles-mêmes et surtout de les adapter aux réalités des villes et notamment en fonction des lieux géographiques et des situations sociales des différents étudiants. Voilà, c'est les 2 mesures essentielles que l'on porte pour le pouvoir d'achat des étudiants et c'est pour ça que je soutiens Emmanuel Macron et qu'il lui faut 5 ans de plus pour pouvoir mettre en place ces réformes. Oui, mais alors là, on parlait en faisant un constat clair déjà de la situation générale. Vous vouliez réagir, Merlin Gauthier, par rapport à cette situation des jeunes en France? Oui, moi je crois qu'il ne faut pas être si optimiste que ça, malgré tout.
Notre génération, c'est une génération qui a été sacrifiée pendant la crise Covid, avec tout ce qu'on a pu subir en termes de privation d'accès aux cours, d'accès aux loisirs, d'accès à la vie qui compose notre jeunesse. Mais on est aussi privé d'avenir. Je veux dire, tout ce qui nous attend à la sortie des études aujourd'hui, c'est le chômage, c'est une très grande difficulté à accéder à l'emploi, c'est une très grande précarité des emplois qu'on nous propose. Emmanuel Macron se gargarise d'avoir augmenté l'emploi des jeunes, mais en réalité c'est un emploi ultra précaire, extrêmement mal payé, qui ne permet même pas aux gens de se nourrir correctement. Attendez. J'ai respecté votre tour de parole, vous respectez le mien. Et nous sommes également privés d'avenir à long terme, puisqu'il y a la crise climatique qui nous bouche tout horizon. Comment peut-on se projeter dans une société demain alors qu'on vient de passer 2 ans d'une crise épidémique qui est d'une conséquence du dérèglement écologique de notre monde, puisque la zoonose qui cause les épidémies est due à la déforestation, la destruction des habitats des animaux. Et ça va continuer. Et la pollution de l'air et le réchauffement climatique, tout ça, on l'a vu avec les incendies monstrueux. Cela nous bouche l'horizon. Nous avons besoin de reprendre en main notre futur par l'action. On entend des promesses pour vivre mieux, mais finalement, tout ce qui nous est proposé, c'est plus de compétitivité, plus de compétition entre les jeunes. Nous avons besoin d'être solidaires entre nous. Ce qui nous a sauvés pendant la crise Covid, c'est l'entraide. L'entraide pour manger, l'entraide pour étudier, l'entraide pour ne pas déprimer dans nos chambres. Oui, voilà. Vous avez l'impression, en fait, finalement, j'ai le sentiment sur ce plateau que finalement c'est l'entraide, les citoyens entre eux qui ont réussi à générer un peu de bonheur, un peu de solidarité pour pouvoir se nourrir, plus que finalement nos politiques. Une réaction, Pierre-Emmanuel Rivière, justement. Déjà, à ce que j'entends sur le plateau, apparemment la crise Covid, elle est due à une déforestation et au réchauffement climatique. Donc j'aimerais bien que vous m'expliquiez lorsqu'on sortira de ce plateau. Maintenant, il y a une forme... Non, on va en parler tout de suite, avec plaisir. Quelques instants d'écologie, justement. Il y a surtout une forme de précarité que personne n'aborde jamais. C'est la précarité profonde, même psychologique et morale. On l'a vu à l'occasion de cette crise sanitaire. Il y a eu une explosion du taux de suicide chez les jeunes. Parce qu'ils sont privés d'avenir social, c'est une réalité, privés d'avenir, de vision à long terme. Mais vous savez, il faut également remettre l'histoire, les mathématiques à travers le programme que proposera Marine Le Pen. Parce que lorsque vous ne savez pas d'où vous venez, on a des politiques depuis 40 ans qui détruisent la culture française. Vous en êtes, excusez-moi monsieur, par le fait que vous soyez membre de la France Insoumise. Le gouvernement d'Emmanuel Macron qui accepte également la destruction de statuts. Tout ça, ça travaille de la destruction de la jeunesse parce qu'elle ne peut pas se projeter dans l'avenir. Il y a également un isolement qui est physique. Et face à ça, pour le changer, Marine Le Pen propose la gratuité des transports sur la totalité des lignes, train grande vitesse comprise, pour les 18-25 ans. Parce qu'il est tout à fait anormal que lorsque vous n'ayez pas les moyens de vous déplacer pour retrouver votre famille le week-end, vous ne puissiez pas et qu'on vous enferme chez vous et que vous y restiez des mois. Alors ça, c'est une situation qui est absolument aberrante et que nous souhaitons changer. Dernière chose, si on se base uniquement sur de la statistique, sur des faits, le général de Gaulle disait le peuple c'est par essence ce qui est bon pour lui. Or Marine Le Pen est donnée en tête dans tous les sondages chez les jeunes 18-25 ans étudiants et chez les jeunes 18-34 ans jeunes actifs compris. Pourquoi ? Également parce qu'elle a une vision plus libérale, si je puis dire libérale, parce que non pas très peu étatiste, mais lorsque vous sortez d'études et qu'on vous propose des métiers qui sont très peu payés, mais où surtout vous avez une charge fiscale qui est extrêmement importante. Vous avez des sondages Harris, le dernier en date, qui donne plus d'un tiers des jeunes diplômés qui veulent partir pour l'étranger parce qu'ils trouvent que la fiscalité est trop lourde. Marine Le Pen proposera une exonération de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Ça, c'est des mesures qui sont très concrètes, qu'Emmanuel Macron n'a jamais proposées. On parle d'augmenter les aides. Mais quel quinquennat a baissé les allocations au logement pour les étudiants ? Moi, j'aimerais bien également qu'on me réponde par rapport à ça, parce qu'on nous parle de données. Une réponse de Guilain Gilliot par rapport à tout ça, non pas que vous représentiez le gouvernement, mais enfin quand même un peu, puisque vous êtes soutien d'Emmanuel Macron. Vous avez tous les quatre, en tout cas, le même constat très clair, c'est qu'il y a une alarme, une urgence absolue pour la jeunesse en France. Comment faire, au-delà des propositions que vous avez faites, mais on n'est pas là pour établir un programme, on est là pour répondre aussi à cette urgence-là. Comment est-ce possible d'en arriver à cette situation extrême ? Qu'on soit d'extrême gauche, de centre ou de droite ou d'extrême droite. Tout le monde le pense.
Oui, bien sûr. Alors, je voudrais juste répondre sur la question des APL parce que c'est quelque chose qu'on nous ressort à tort et à travers à chaque fois. Parce que c'est vrai. Oui, il y a eu une baisse de 5 euros des APL, certes, et il faut qu'on l'assume. Mais d'un autre côté, il y a eu la suppression de la cotisation de la sécurité sociale étudiante. Et donc, c'est finalement un total de plus 60 euros par an en termes de pouvoir d'achat pour un étudiant. Donc, je veux bien qu'on nous reproche à chaque fois les APL, mais il y a eu cette suppression de la cotisation sociale étudiante. Mais le problème, c'est surtout le symbole, excusez-moi de vous couper. Mais lorsque vous dites, oui, dans les faits, évidemment, on trafique les chiffres, c'est toujours la même chose. De la même manière que la courbe du chômage, lorsque vous enlevez les intérims et les CDD, vous dites, le chômage n'a jamais été aussi bas depuis 30 ans, ce qui est faux. C'est complètement faux. Ce sont les chiffres de votre ministère qui disent, c'est complètement faux. Ah non, ça c'est faux. J'invite les auditeurs à vérifier. Il y a plein de gens qui ont été radiés des listes. J'en fais partie d'ailleurs. D'accord avec mon voisin de gauche. C'est une réalité. C'est une réalité et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, dans cette campagne présidentielle, on parle de pouvoir d'achat, certes, mais on ne parle plus de chômage. Le chômage, il y a eu une étude ce matin qui est sortie, c'est la 14e préoccupation des Français. Mais évidemment, c'est bien la preuve que dans ce gouvernement, il y a eu un travail qui a été fait pour lutter contre le chômage, notamment des jeunes, et notamment parce que la politique qu'on a menée sur l'apprentissage et la réussite que l'on a eue dans ce domaine. Alors on va parler de chômage, parce que quand même c'est important, notamment une proposition de Jean-Luc Mélenchon qui dit en fait qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de 10% de CDD dans une petite entreprise et 5% dans une grande. Notamment, le chômage est très présent, vous réagissez effectivement aussi, vous avez l'air outré de votre côté. Oui, parce que ça fait peut-être 3 ans maintenant que je fais des études supérieures. Bon, à chaque fois ça a été une galère pour trouver un emploi, à chaque fois on me proposait va travailler à McDo, ou que des emplois précaires, mais vraiment très précaires, ou sinon de l'intérim pendant l'été. Mais d'ailleurs, je suis toujours actuellement en recherche d'emploi. C'est toujours compliqué pour moi et je suis vraiment pas le seul dans cette situation. Moi, vraiment, je vais voir les jeunes. Enfin, j'habite en banlieue parisienne. Je vois les gens qui aujourd'hui sont en galère d'argent, qui cherchent du travail, qui veulent faire des études, qui s'inquiètent pour leur avenir. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a pas rempli son rôle aujourd'hui pendant 5 ans. Alors que faire justement pour qu'il n'y ait plus de chômage? Parce que bon, ça fait quand même très longtemps qu'on se pose cette question. C'est pas seulement le lot d'Emmanuel Macron. Tous les autres présidents avant se sont posés. Il y a quelque chose aussi dont on parle très peu, c'est non pas le chômage pour les gens qui sont diplômés, mais c'est bien, et toutes les courbes de chômage le montrent, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un énorme taux de chômage chez les personnes d'origine étrangère et immigrées sur le territoire qui sont très peu qualifiées, c'est qu'il y a un gros chômage de personnes justement qui sont peu qualifiées. Beaucoup de gens qui sont qualifiés aujourd'hui. Oui, vous avez aussi 900 000 emplois. Oui, et alors il y a beaucoup de gens qui travaillent chez Uber Eats aujourd'hui qui ont des diplômes, par exemple, qui sont diplômés de l'université. Mais ça, c'est dû à un manque de qualification de la France, dû à une désindustrialisation. Mais les universités de là-bas sont autant... de l'Union européenne. Je vous rappelle que vous êtes membre d'un parti qui s'appelle Europe Écologie Les Verts, et à travers le fédéralisme européen, on a complètement désindustrialisé la France et désarmé la politique française. Maintenant, si je peux terminer mon propos, chez ces personnes-ci qui sont très peu qualifiées, si vous voulez, nous, on veut remettre en avant justement l'apprentissage à travers un chèque d'apprentissage qui peut être l'équivalent de 200 à 300 euros en fonction de l'âge de l'apprenti jusqu'à 25 ans, et de la même manière pour l'entreprise, jusqu'à 5 000 euros par an, ce qui permettrait justement, parce que de la même manière qu'on a besoin d'ingénieurs pour faire fonctionner les théories, Lénine disait sans théorie, il n'y a pas de pratique, si vous n'avez pas d'ouvriers, vous ne faites pas fonctionner les centrales nucléaires. C'est exactement pareil. Pourquoi vous riez, excusez-moi, Merlin Gauthier? C'est très drôle quand même d'entendre un coup citer le général de Gaulle, le lendemain citer Lénine. Vous avez qu'à lire l'introduction au matérialisme dialectique. Mais bien sûr. Non. Moi, je veux revenir. La solution pour l'emploi, elle est simple. Nous avons besoin de transformer notre pays pour répondre à la crise écologique. Et cela, c'est créateur de milliers, de centaines de milliers, de millions d'emplois dans la jeunesse et des emplois de tout type de qualification. Il faut notamment recréer des emplois agricoles. Aujourd'hui, le métier d'agriculteur, il est méprisé. Les gens se pendent à cause des dettes. Ils sont confrontés en permanence à des poisons qui détruisent leur organisme, la santé de leur famille, de leurs proches, qui détruisent la nature. Aujourd'hui, faire une transition écologique de notre agriculture, c'est recréer des emplois massivement dans les campagnes, c'est revitaliser ces espaces et c'est redonner une fierté et une dignité à un métier qui a composé l'histoire de notre pays. Vous parliez d'histoire, mais le programme d'histoire que vous proposez aujourd'hui, il est appliqué par le gouvernement Macron. Marine Le Pen a elle-même soutenu les mesures de Jean-Michel Blanquer à ce sujet. Donc, il n'y a pas vraiment de réforme que vous proposez là-dessus. Je veux juste un dernier point sur vous allez pouvoir répondre.
la qualité de vie des jeunes comme nous. Il est important qu'on sorte d'une société de l'héritage, où si on est riche, on devient riche et on vit sa jeunesse correctement, mais si on est pauvre, eh bien c'est la galère jusqu'au bout. Avec Jean-Luc Mélenchon, ce que nous proposons, c'est une allocation d'autonomie par jeune de 1 063 €. Elle sera financée par quoi? Par un impôt maximum sur les héritages de plus de 12 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on ne dépouille pas les héritages, on dépouille les très très gros héritages. C'est simplement une mesure d'égalité par rapport à la naissance. On ne peut pas rester au Moyen-Âge et à la société des privilèges. Mais vous savez que la société des privilèges dont vous parlez, c'est la société où le taux d'imposition sur l'héritage, c'est le plus fort du monde, après le Japon. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'au-dessus de 12 millions, c'est déjà 50% en abattement en ligne directe. C'est-à-dire que il y a 12 millions. 80, ils ont taxé jusqu'à 80%. Pendant les années 80, oui, mais actuellement, la France, c'est derrière le Japon l'héritage le plus fort du monde. De la même manière que on parlait d'impôt sur le revenu. Lorsque vous êtes dans un pays qui est beaucoup trop étatiste, vous avez des fortunes qui partent. Et c'est extrêmement simple. Je vais donner une astuce tout simplement, parce qu'il s'avère que j'ai fait un peu de droit immobilier et que vous n'allez pas réformer la totalité des lois. Mais demain, vous voulez faire sortir du calcul de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière un bien immobilier, vous faites une donation temporaire d'usufruit un tiers. Okay. Et du coup, vous n'êtes pas taxé dessus. Donc, si vous voulez, il ne faut pas tout simplement brandir des slogans en disant il faut taxer l'héritage. Ce qu'il faut faire pour recréer de l'emploi agricole dont vous parliez, je suis tout à fait d'accord. Hein, et d'ailleurs, Marine Le Pen fait les meilleurs scores chez les agriculteurs. Mais elle ne parle plus jamais d'écologie, jamais d'environnement. Bah, pas du tout. C'est faux, mais non, mais on parle de localisme parce que c'est pas tout de dire il faut sortir du nucléaire, on va mettre des éoliennes partout. Disons que la pirouette, ça a été en fait l'écologie est partout. Mais non, mais quand on habite Paris et qu'on dit les éoliennes c'est génial, évidemment c'est génial. Je vous ai parlé de pesticides, d'emplois agricoles dans une agriculture. Mais un emploi agricole, lorsque j'étais dans la Somme la semaine passée, il y a des agriculteurs qui cultivaient la pomme de terre dans les Hauts-de-France, qui me disent, Monsieur Rivière, vous savez, on est mis en concurrence déloyale avec les pays polonais parce que la concurrence, elle est définie uniquement par l'Union européenne. Donc, lorsque vous êtes tous ici sur ce plateau représentants... Il faut un protectionnisme écologique et social. Il faut un protectionnisme français. Merci de le dire. Écologique et social. Français de répondre sur la question du chômage. Français ou pas? Oui, parce alors que c'est pas dans votre programme. 2 minutes là, on est sur l'écologie. Et j'aimerais juste qu'on revient vers vous dans 2 secondes, Guylain Gilliot, mais je voudrais juste qu'on rebondisse sur l'aspect écologique, puisque vous êtes très ferme là-dessus. Oui, je sais que vous devez partir, vous devez filer. Vous voulez ajouter un mot avant de filer? Non, je voulais remercier tout le monde. Un grand merci. Et puis, je suis navrée et j'aimerais bien que vous puissiez revenir pour pouvoir débattre ainsi que vous tous, parce que je sais que le temps presse. Ce sera un grand plaisir de vous revoir. Mais merci. En tout cas, merci de votre engagement, quel qu'il soit, à vous 4. On va continuer, s'il vous plaît. Je terminerai juste en disant que Marine Le Pen est donnée chez les derniers instituts Harris et IFOP à 48,5 points au deuxième tour. C'est-à-dire que si d'aventure, messieurs qui sont présents sur ce plateau aujourd'hui ont réellement envie de 5 ans sans lui, eh bien vous savez pour qui il faut voter. Il faut voter Mélenchon au premier tour pour se débarrasser de Le Pen et de Macron. C'est très simple. Merci Pierre-Emmanuel Rivière, en tout cas d'avoir été avec nous. On poursuit justement. Alors, on poursuit sur l'écologie, juste sur ce point-là, et on va revenir sur l'aspect effectivement du chômage avec Guylain Gilliot dans quelques instants. Vous pourrez réagir aussi, bien entendu, sur l'aspect écologie. Vous êtes très engagé, donc Merlin Gauthier, sur cette idée-là. Vous pensez que c'est grâce justement à notre prise de conscience écologique qu'on pourra sauver la France. J'imagine que de votre côté, on soutient Yves Jadot. Même sauver le monde carrément, parce que je pense que la France a on parlait beaucoup de la mission civilisatrice de la France en 1789, quand il y a eu la Révolution française, les libertés, l'égalité et les valeurs qu'elle puisse porter. Moi, je pense que la France a un vrai rôle à jouer aujourd'hui, un rôle d'avant-garde dans l'écologie politique à l'international, et je suis convaincu que ça soit chez nous, chez Europe Écologie, avec Yannick Jadot et Génération, comme avec la France Insoumise, avec qui on peut très bien travailler aussi, mais ça coûte de l'argent tout ça quand même. Comment on fait? Parce que, alors, pardon, je pose les questions, mais ça coûte quand même de l'argent de pouvoir penser l'écologie et de pouvoir la vivre et de pouvoir la mettre en place. Mais combien ça coûte de ne pas le faire? Et combien ça coûte de ne pas le faire? Et même, je vais même plus loin. On a parlé d'argent magique beaucoup en 2017 en disant oui, mais comment vous allez financer vos propositions et tout ça. Moi, je tiens à le rappeler quand même que pendant la crise du Covid, la Banque Centrale Européenne a quand même trouvé de l'argent magique d'un coup pour réinvestir. Donc moi, je pense que le problème de l'argent aujourd'hui, c'est pas trop un souci. Je pense qu'on a vraiment des leviers de financement en plus qu'on puisse trouver, donc que ce soit chez les ultra riches, chez ceux qui polluent le plus. Aujourd'hui, on a des mannes financières. On peut
appliquer notre projet. En tout cas, vous vous rejoignez tous les deux effectivement sur ce sujet. Guilain Gillot, une réaction justement par rapport à l'engagement sur l'environnement, sur l'écologie. Est-ce que c'est aussi pour vous, d'autre côté, un levier très intéressant pour pouvoir faire évoluer la société positivement vers un mieux vivre? Bien sûr, et je tiens à rappeler dans un premier temps que la baisse des émissions de gaz à effet de serre, c'est 12% durant ce quinquennat. Et votre État a été... Grâce au Covid. Je tiens à rappeler que vous avez été mis en justice pour ça. Le quinquennat précédent. C'est beaucoup plus que le quinquennat précédent. Merci beaucoup. Ensuite, l'écologie que l'on souhaite porter avec Emmanuel Macron, c'est une écologie qui est pragmatique, dans le sens où il faut emmener tout le monde. Tout le monde ensemble. On est en train de fermer les centrales à charbon. Nous avons fermé EuropaCity. Nous avons fermé Notre-Dame-des-Landes parce que je tiens à le rappeler, sur ce plateau, nous avons un représentant d'un parti politique qui à un moment donné était au gouvernement et qui n'a pas eu le courage politique de fermer Notre-Dame-des-Landes. Et donc, nous portons la seule voie. Nous portons la seule voie qui est à la fois pragmatique et qui est celle recommandée par l'agence RTE, c'est-à-dire un mixte entre du nucléaire et également des énergies renouvelables. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron propose la création de 6 nouveaux EPR et de multiplier par 10 l'énergie photovoltaïque et de créer 50 parcs éoliens en mer. D'ailleurs, il y en a un qui va être inauguré dans très peu de temps à Saint-Nazaire. J'ai été visité il n'y a pas très longtemps. Mais tout ça pour dire qu'on ne peut pas faire qu'avec des énergies renouvelables. On ne peut pas faire, parce que ce serait finalement tomber, comme c'est en Allemagne, réouvrir les centrales à charbon, ne plus être indépendant vis-à-vis de la Russie et du gaz russe. On connaît très bien la musique. Et puis, on ne peut pas faire que du nucléaire, tout simplement parce que on met très longtemps à construire de nouvelles centrales et que ça ne répondrait plus aux besoins d'électricité dont nous avons besoin dans les années à venir. Alors, Guilain Gillot, autant vous dire que j'ai 2 bombes à retardement sur le plateau. C'est-à-dire que Théo Lazarevic trépigne pendant que Merlin Gauthier, lui, essaye de reprendre son souffle. Une réponse à tout ce qui vient d'être dit. Moi, je trouvais ça marrant, le fait que tu parles du coup de la dépendance énergétique. tutoie, là. Quand il s'agit, on ne respecte plus, on tutoie. Non, moi j'ai le tutoiement généralisé parce que je respecte tout le monde. Donc, okay. Mais tu parlais du coup de la dépendance, par exemple, vis-à-vis de la Russie et par rapport au gaz russe. Moi, je tiens à rappeler que quand même, il n'y a pas d'uranium en France et qu'aujourd'hui, on importe l'uranium et que l'uranium, il provient d'où? Il provient de Russie, il provient du Kazakhstan. Et ensuite, j'avais une question. Comment peux-tu expliquer que la justice aujourd'hui a condamné l'État pour inaction climatique, qu'ils n'ont pas respecté la réduction des gaz à effet de serre qui a été promis depuis la COP 21 en 2015? Moi, répondez vraiment bien, s'il vous plaît. Vraiment que tu répondes à ça quand même. Mais parce que on a attaqué l'État sous le quinquennat Macron, mais j'ai envie de te dire, on aurait très bien pu l'attaquer sous le quinquennat Hollande et on aurait très bien pu l'attaquer sous le quinquennat Sarkozy, etc. Oui, mais vous n'avez rien fait pour. Macron, il était sous le quinquennat Hollande aussi, hein. C'est vrai. Non, mais ça veut donc dire qu'alors dans ces cas-là, on se renvoie la balle en permanence. On se dit que dans ces cas-là, on est au gouvernement et finalement, on se dit on n'a rien fait, mais c'est pas grave parce que moi, le précédent, il n'a rien fait aussi, puis celui d'avant aussi. Non, pas du tout. Ah. Pas du tout. C'est juste que la justice a condamné l'État. Très bien, il faut en prendre acte et il faut que l'on intensifie la politique pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Peut-être que ce n'est pas assez pour certains, peut-être que ce n'est pas assez pour la justice, et je pense qu'il faut qu'on prenne acte de cette décision, mais il faut que nous allions encore plus loin, mais en emmenant tout le monde, et ce n'est pas en étant... En emmenant tout le monde. Peut-être que certains pensent qu'il faut être radical. Mais comment une des candidates Europe Écologie Les Verts proposait d'ailleurs d'augmenter la taxation sur l'essence. Je pense que c'est ce que Emmanuel Macron a pris la décision de faire à un moment donné. Et on a vu ce que ça a donné. Il y a eu la crise des Gilets jaunes. Et donc, il faut pouvoir emmener tout le monde et ne brusquer personne. Justement, comment pouvez-vous dire que vous voulez emmener tout le monde alors que vous avez construit
tout votre quinquennat, toute votre manière de gouverner sur un conflit de classes et un mépris des classes populaires. La crise des Gilets jaunes, elle était symptomatique. Vous avez prétendu faire de l'écologie en faisant payer le prix du dérèglement climatique et de la pollution des 3 derniers siècles aux classes populaires. Mais il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, les pollueurs, ce sont les plus riches, ce sont les grandes multinationales, ce sont ceux qui prennent le jet pour aller faire leur course quasiment. Ils sont pas si nombreux ça quand même. Hein. Mais oui, mais sauf qu'ils polluent tellement plus. Tellement plus. On ne peut pas fermer les yeux sur les crimes écologiques de Total, sur les crimes écologiques de Bernard Arnault et compagnie. C'est pour ça que nous avons supprimé notamment les trajets de lignes aériennes quand c'est à moins de 2 heures en train de Paris. C'est pour ça que nous avons mis en place une politique massive de rénovation des passoires thermiques. C'est pour ça que nous avons intensifié les aides à la reconversion et pour acheter des véhicules électriques, notamment pour aider les foyers les plus modestes et les plus pauvres à changer leur véhicule. Vous ne pouvez pas dire que nous n'avons pas aidé les plus pauvres à également faire de la transition écologique une cause qui permette d'emmener tout le monde. C'est marrant parce que vous êtes toujours dans le en même temps, vous prenez les idées des autres. Tout ce que vous avez pu décrire, notamment sur l'implantation des éoliennes en mer, à qui vous êtes allé le chercher? La planification, à qui vous êtes allé le chercher? Ce que vous venez de décrire, à qui vous êtes allé le chercher? C'est ça, c'est-à-dire que... Le vôtre? Oui, nous, ça fait 40 ans qu'on le défend. Donc. Pendant votre quinquennat, vous avez passé votre temps à courir après l'extrême droite, et maintenant, pendant la campagne, vous passez votre temps à courir après l'extrême gauche. C'est plus la République en marche, c'est la République qui court derrière. Oh, bien joué. Mais monsieur, je veux bien entendre vos arguments, mais depuis tout à l'heure, on a un discours très moralisateur, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de proposition de votre part. On n'a pas un discours moralisateur, on a un discours pragmatique. Alors le pragmatisme, je ne pense pas que c'est soi qui vous qualifie, mais si vous considérez à un moment donné que nous avons repris des propositions... Si vous considérez que nous avons repris à un moment donné des propositions de certains de vos candidats, c'est aussi parce que Emmanuel Macron a toujours été clair sur la question, c'est qu'il y a des idées qui sont bonnes à prendre partout. Et le but, c'est de pouvoir construire un projet commun et de construire un projet surtout ensemble, en prenant des idées qui peuvent nous faire tous avancer. Théo Lazarevitch, quand vous dites qu'il reste 3 ans, vous faites allusion au dernier rapport alarmant du GIEC, justement, qui dit « L'humanité dispose de moins de 3 années pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre, principale responsable du changement climatique, si elle veut conserver un monde vivable. » Ah, mais c'est sûr qu'on n'y arrivera pas si c'est Macron qui est réélu. Enfin, en tout cas, on a bien vu ce qui s'est passé pendant 5 ans. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Enfin, j'ai parlé du fait que la justice ait condamné l'État pour une action climatique. Apparemment, la justice pour monsieur, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, on parlait d'inégalité, on parlait de situations vraiment très compliquées chez les jeunes, mais en fait chez tous les Français, enfin en tout cas pour la plupart. Mais globalement, la société, elle est n'a jamais été aussi tendue en fait que ça. Oui, c'est terrible parce que vraiment, pour le coup, pour un pays comme la France, le fait d'être descendu aussi bas, je veux dire, dans les abysses, je trouve ça vraiment révoltant. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui ne veulent pas voter, d'ailleurs, qui vont s'abstenir, d'ailleurs, dimanche. Oui, c'est inquiétant de vous voir, surtout, en fait, tous les 3, même tous les 4, puisque Pierre-Emmanuel Rivière nous a quittés, mais effectivement, il avait l'air alerté aussi sur la situation, effectivement, des jeunes partout. On parlait tout à l'heure de ruralité aussi, parce que nous sommes à Paris, ici, pour faire cette émission-là, mais évidemment que Paris n'est pas la France, et heureusement. Et donc, la situation des jeunes aussi dans les campagnes, est-ce qu'ils sont suffisamment représentés? Est-ce qu'on fait en sorte de les mettre en avant? Bernard Gauthier? Je ne pense pas. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des mesures pour faire revivre les campagnes avec une transition écologique et une transition vers le bio et vers le respect du vivant dans l'agriculture. Je veux quand même souligner, c'est très amusant quand même, que tout à l'heure, notre ami Marcheur ait revendiqué la baisse des émissions de CO2 de la France pendant le quinquennat, alors qu'au niveau mondial, elles ont baissé pendant la crise Covid à cause des confinements. Donc si Emmanuel Macron se félicite d'avoir eu le Covid, grand bien lui fasse. Mais tout de même, il faut rappeler que pendant son quinquennat, il y a eu le renouvellement de la politique agricole commune en Europe. Cette politique, elle décide d'énormément de choses sur la façon dont nos agriculteurs vivent, cultivent et quel rapport à la terre, au monde, ils construisent. Or, qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron? Alors que la France, en Europe, a la main sur la politique agricole commune, c'est notre précaré en Europe.
depuis le général de Gaulle. Et qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron? Il a tout renouvelé. Où sont les promesses de 2017 sur la fin des glyphosates? Où sont les promesses vers une agriculture bio, durable? Nulle part, nulle part. Vous n'avez rien fait pour ça. Vous maintenez un modèle agricole, entrepreneurial, ultra productiviste et extractiviste, avec de plus en plus de machines, de plus en plus de pesticides et de moins en moins de personnes qui ont la possibilité de vivre à la campagne. Quand on est jeune à la campagne, où est-ce qu'on va vivre? Où est-ce qu'on a un endroit de sociabilité? Où est-ce qu'on a un endroit de bonheur? Il n'y a plus rien. Peut-être à l'école, et justement, on va parler de l'école aussi. Théo Lazarevic, vous voulez réagir? Je voulais juste revenir sur parce qu'on parlait des campagnes, du coup, et globalement, en fait, de tout ce qui est en dehors de Paris, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, toutes les décisions politiques et économiques sont centralisées dans Paris. Nous, chez les écologistes et avec le projet qu'on porte avec Yannick Jadot, on veut vraiment changer le point de l'État. On veut partir décentraliser. On veut vraiment ancrer la France dans une république fédérale. Ce qui joue aujourd'hui, c'est la décentralisation. Quand on doit faire la planification écologique, on doit faire de l'écologie avec les collectivités, avec les mairies, avec les régions, avec les départements. Et nous, ce que nous proposons, c'est aller vers une république fédérale, donner plus de pouvoir à ces collectivités et aux régions et globalement en fait à tout ce qui est en dessous de l'État, et ce qui pourrait aussi aujourd'hui, par exemple, je viens de me souvenir, mais l'Île-de-France est peuplée de 12 millions d'habitants. Moi, je trouve que c'est toujours aberrant de voir qu'il y ait 12 millions d'habitants sur un si petit territoire, alors que ça fait la taille de la Macédoine du Nord et qu'il y en a 2 millions. Je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de décentraliser toute l'économie et même de décentraliser les populations. Il y a des villes qui le méritent, il y a des campagnes qui le méritent aujourd'hui. Et je pense que si on veut que les jeunes restent dans les campagnes et puissent avoir des emplois, pour redonner de l'attractivité au territoire, il faut passer par la décentralisation, donc vers une république fédérale. Que pensez-vous de cela, Guylain Gillot, de votre côté? La décentralisation, l'importance des ruralités, la campagne? Écoutez, la chose que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'il faut qu'on prenne en compte la ruralité, les difficultés que les jeunes peuvent rencontrer, et je suis pas du tout contre les discours que je peux entendre par mon collègue écolo. Je trouve que la proposition est plutôt intéressante. Pour moi, elle mérite d'être débattue. La prise en compte des jeunes dans la ruralité, et je pense que pour aller vers une transition écologique pleine et entière, il faut aussi parler d'orientation. D'orientation, c'est ultra important, et le président de la République, c'est-à-dire c'est ce qu'il va porter dans quel sens? L'orientation au niveau de l'école. Puisque, comme mes collègues le disaient, il y a énormément de métiers vers la transition écologique qui peuvent se faire depuis la ruralité et qui ne sont pas connus à la fois par les élèves ou les étudiants. Et ce qu'il faut, c'est faire venir ces métiers de demain au sein de l'école pour les faire connaître et faire en sorte que ces jeunes soient attirés vers ces métiers et que ça crée une chaîne qui soit vertueuse pour chacun. En ce qui concerne les jeunes, pour notamment la mobilité, et faire en sorte que ces jeunes de la ruralité ne se sentent finalement plus exclus de la population un peu plus urbaine, le président de la République propose une chose qui est très claire, c'est que l'ensemble des étudiants qui s'engageront dans le service national universel se verront entièrement payer le code et le permis de conduire, ce qui permettra pour eux d'avoir une mobilité pleine et entière. Bon, merci en tout cas. Écoutez, je suis désolée parce que le temps presse. J'adorerais rester avec vous des heures à pouvoir discuter de tous les sujets, parce que tous les sujets sont importants justement pour notre pays que l'on chérit tant, et surtout pour nos jeunes, parce qu'on n'en peut plus de cette situation. C'est généralisé. Regardez, toutes les voix sont représentées aujourd'hui sur ce plateau, et tous vous disent tous la même chose. Il y a urgence à pouvoir aider la jeunesse. Je remercie Pierre-Emmanuel Rivière qui est parti, qui est membre des Jeunes avec Marine Le Pen. Merlin Gauthier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous soutenez Jean-Luc Mélenchon, ainsi que Guylain Gillot qui soutient Emmanuel Macron, et Théo Lazarevic qui soutient Yannick Jadot. Voilà. Merci. Et n'oubliez pas d'aller voter dimanche. Et surtout, pour le dernier mot de la fin, moi je crois en la jeunesse de notre pays. Je pense vraiment qu'on va pouvoir changer les choses, et je suis convaincu qu'on va changer les choses. L'histoire est derrière nous, et je pense qu'on a
tout a changé et il y a un grand espoir qui se mobilise là-dedans. Un tout petit mot derrière. Oui, c'est simple. Jean-Luc Mélenchon, dans ce sens, est en tête chez les jeunes. Et je pense qu'il est très important de porter cela parce que c'est le candidat de notre génération et des mesures qui sont pour nous, pour notre avenir. Et nous, on joue sur le collectif. Merci à vous quatre. Très grand débat formidable sur Scoot TV. La jeunesse, quelques jours avant ce premier tour des élections. Restez avec nous, on se retrouve juste après la pub. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Damien Giard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur numérique Bayard Jeunesse. Vous venez nous présenter Bayam. Alors racontez-nous ce qu'est Bayam. Bayam, c'est une application pour les enfants de 3 à 10 ans. Oui. C'est l'application du groupe Bayard, donc qui réunit Bayard Jeunesse et Milan Jeunesse. Et on propose de multiples activités pour tous les enfants, pour développer leur créativité, découvrir le monde, en apprendre plus sur eux aussi. Quoi comme activité, par exemple? Alors, il y a beaucoup d'activités qui sont à faire en dehors de l'écran ou avec l'écran, mais pour faire avec ses parents. D'accord, c'est un support, c'est une application, d'accord, qui est sur écran. C'est une application qui est sur écran. À la fois sur écran et à la fois sur d'autres supports comme papier ou autre. Exactement. Donc on a des vidéos, on a des audios, on a des jeux interactifs, on a des ateliers créatifs. Ouais. Et on peut, seul ou avec ses parents, faire des activités sur l'écran ou en dehors de l'écran. Mais comme le coloriage, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire des coloriages, on peut faire des montages, on peut faire de la danse, on peut faire du chant, on peut faire de la peinture. Alors, on a des auteurs comme Hervé Tullet qui donnent des cours pour faire sa propre expo idéale et on va l'exposer ensuite. On a énormément d'activités aussi dans la nature, faire son potager. Voilà, toute l'année, on va avoir des activités à faire au jardin avec ses parents. Énormément d'activités qui ne sont pas que sur écran. Et... Nombreuses activités, parce que justement, donc Bayard éditeur, hein, évidemment, jeunesse très connue. On a tous des livres Bayard, j'imagine que vous en avez, évidemment. Vous avez des enfants, moi aussi. Vous aussi, vous avez des enfants. Oui, tout à fait. Voilà, donc, on a tous, évidemment, ce support-là chez nous. Mais donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir lier à la fois les supports numériques, qui sont absolument géniaux et qui permettent, évidemment, plein de choses, et à la fois le support papier ou classique de ce qu'on peut connaître ailleurs, ou alors des balades, comme vous le disiez. Nous, Bayard Jeunesse, effectivement, c'est les magazines. Donc, Pomme d'Api, J'aime lire. Et ces magazines, ils ont toujours été construits pour accompagner l'enfant et le parent dans leur développement. Et quand on est sur écran, on est un petit peu sur le même principe. Mais on n'a pas nécessairement besoin du magazine. On essaye vraiment de faire en sorte que l'enfant se développe en se servant des moyens à sa disposition. Donc s'il est sur écran, on va lui proposer une activité sur écran. S'il est en dehors de l'écran, on va lui proposer une activité de lecture. S'il est en voiture, il va pouvoir avoir des audios. Et donc on propose comme ça toute une approche holistique, on va dire, de l'enfant. Ludo-créative et même sportive. Vous m'avez dit qu'il y avait des cours de sport tout à l'heure, j'ai bien entendu. Il y a des cours de danse. Ah. On a des cours de danse, effectivement. Ouais. Donc on peut, avec un danseur qui s'appelle K, on a toute une série de cours qui vont permettre à l'enfant de s'exprimer, de danser. On fait aussi des soirées. On a fait des soirées, notamment pendant le confinement. Vous faites tout, en fait. On fait un peu tout. C'est une espèce de... C'est Bayard, c'est le couteau suisse. Exactement, ouais. C'est-à-dire, vous faites des soirées... pendant le confinement, on a... non plus. Alors, on ne fait pas les livraisons. On fait pas, mais par contre, on a des cours de cuisine. Ah, très bien, les cours de cuisine. Ouais, c'était pas loin. Et, en fait, tout ce qui touche à la culture, finalement, vous y touchez. Tout ce qui touche à la culture et au développement de l'enfant. C'est tout ce qu'on peut faire avec des enfants. On va le faire et on va accompagner aussi bien les parents que les enfants, que les enseignants avec nos productions. L'idée pour nous, c'est d'avoir des propositions un peu différentes et puis non addictives. C'est-à-dire que l'enfant, il vient, il fait quelque chose, il fait autre chose ailleurs. On vient pour accompagner sa journée au bon moment. D'accord, mais alors, sa journée et sa soirée, parce que vous m'avez parlé de soirée, ça veut dire que, quoi exactement, grâce à l'application, comment vous organisez une soirée? On fait des lives.
Donc on a fait des lives par exemple avec la Philharmonie des enfants ou avec Radio Nova. On a fait des soirées boom boom pendant le confinement et on a le projet d'ailleurs d'en refaire à Rock en scène. On va avoir comme ça des petites soirées avec des mix de DJ et pour les enfants. Et après, voilà, on peut danser et partager ces mouvements de danse avec les autres. D'accord. C'est des bons moments. Et il y a une plateforme de discussion aussi ? Non, il n'y a pas de plateforme de discussion. Justement, vous avez voulu préserver les enfants. Tout à fait. Alors, il n'y a pas de publicité, pas de data, voilà, juste des interactions, on va dire, sociales, simples. D'accord. Donc, je vois bien que vous êtes effectivement attentif à la... Non, mais est-ce que l'écran aussi peut provoquer comme chose pénible ou dangereuse ? Est-ce que les temps d'écran sont contrôlés ? Bien sûr, il y a un chronomètre pour le parent qui peut, pour chaque enfant, il peut y avoir une séance qui est programmée. Et, voilà, ça c'est très important pour nous. Ça veut dire que c'est une double appli, par exemple, s'il y a un enfant. C'est dans l'application. Le parent prend la main, décide du temps, et puis ensuite l'enfant à la tablette. Idéalement pour nous, il y a une discussion qui est faite en amont. Ouais. Qu'est-ce qu'on va regarder ? Et en aval, qu'est-ce qu'on a regardé ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Parce qu'on va avoir des programmes aussi qui peuvent répondre à des questions des enfants. Et c'est intéressant justement qu'on puisse créer une interaction parent-enfant après le temps d'écran. Alors par exemple, si on s'intéresse à la géographie, aux volcans, on va apprendre plein de choses sur les volcans et puis en fait on va en discuter avec les parents après. Tout à fait. Mais on a aussi un programme de philosophie pour les petits philosophes, où on a des questions, c'est quoi être amoureux, c'est quoi le bonheur, c'est quoi la vie, c'est quoi la mort. Plein de questions que les enfants peuvent se poser. Vous répondez à cette question-là, c'est quoi être amoureux ? Vous êtes le seul à pouvoir y répondre. Vous savez ça ? Je sais, je suis pas sûr de ça. Mais... Et alors est-ce que vous pouvez me donner la réponse ? Non, vous irez voir dans les petits philosophes. Et après vous avez un petit jeu dans lequel vous pouvez justement interagir seul ou avec le parent et répondre à cette question. En tout cas, ça crée le débat. Ouais. Vous savez ce que c'est qu'être amoureux, évidemment, Mickaël ? Je sais, bien sûr, je suis amoureux. Évidemment. Alors, sur quel modèle d'éducation vous avez développé Bayam ? Sur quel modèle d'application ? D'éducation. D'éducation. Oui. Alors, au départ, on est très Montessori, freiné, donc l'enfant découvre par ces multiples apprentissages. On le laisse un petit peu agir. Avec une colonne vertébrale, c'est apprendre en s'amusant, quelque part. Mais on va apprendre là sur Bayam, on est plutôt sur les soft skills. Donc on n'est pas sur les apprentissages français, maths. Alors pour ça, on vient de faire l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Edoki. Donc on a la maternelle Montessori qui propose des apprentissages français, maths, langue. Et nous, on va être plutôt sur les soft skills, donc découverte du monde, découverte de soi. Et dans la manipulation, vraiment dans une logique freinée, Montessori. Et donc, c'est l'idée d'apprendre aussi aux enfants à réfléchir par eux-mêmes, à développer... devenir des citoyens, à savoir avoir un sens critique, pouvoir, demain, être aussi lâché sur les réseaux et savoir analyser le vrai du faux, savoir prendre un peu de recul aussi de temps en temps. Et alors, comment convaincre les parents qui sont réfractaires aux écrans ? Comment les convaincre ? La difficulté pour moi, c'est qu'on ne peut pas laisser... les écrans, ils sont là. Donc on peut effectivement dire aux parents de ne pas mettre leur enfant sur écran. C'est leur choix. Cependant, après, on risque d'avoir un problème d'addiction ou à trop interdire, finalement, on crée des fois plus de problèmes. Et peut-être les mettre en marge finalement du système. Et les mettre en marge du système. Et puis l'écran finalement peut avoir de bonnes choses justement sur tout ce qui va être interactivité, non passif. Donc il y a des bons écrans et des mauvais écrans, je dirais plutôt. Et il faut plutôt y aller par petites doses, petit à petit, et être vraiment dans l'accompagnement et surtout montrer l'exemple. Les parents, je pense aussi, qui doivent à un moment savoir poser l'écran, ne pas être toujours derrière leur smartphone. Et quand ils y sont, ils peuvent y être avec leur enfant. Et c'est vraiment, l'écran peut être un bon moment. Et c'est plutôt comme ça qu'il faut le prendre, je pense. Et alors peut-être dire aussi à ses enfants de temps en temps, écoute, je ne sais pas, on va regarder ensemble justement Bayam et on va apprendre. C'est super important. Moi, je crois que vraiment, de passer du temps avec ses enfants, quel que soit le support, finalement, c'est le plus important. Ils ne sont pas là très longtemps, hein. Ils grandissent vite, les enfants. Les enfants ? Ah non, ne me dites pas ça, moi. Moi, toute ma vie, ils restent avec moi. Oui. Donc, profitons du peu de temps qu'on a avec eux pour passer des bons moments, quel que soit le support. Est-ce que vous proposez des formules spécifiques pour les classes en fonction du niveau scolaire ? Alors non, on n'a pas encore de formule spéciale école. Par contre, nos contenus commencent à être diffusés dans les écoles via des plateformes comme celle de School ou d'autres.
mais on n'a pas encore une approche abonnement du travail. Mais sauf ça veut dire que ce sont les professeurs qui viennent vous voir, en fait, qui vous approchent pour vous dire, voilà, j'aime bien la pédagogie de Bayam. Effectivement, les livres sont aussi à disposition dans la bibliothèque de l'école. J'aime lire et autres. Énormément, dans les bibliothèques. Je me souviens très bien, moi. C'est comme ça que j'ai connu J'aime lire. C'était la bibliothèque de l'école où j'étais. Et donc, effectivement, c'est aussi la façon pour les parents de vous approcher et de vous dire, peut-être cet outil pédagogique-là pourrait me permettre d'enseigner des choses aux enfants. Nous, on est beaucoup dans les écoles, comme vous dites, et les professeurs se servent pas de... En fait, on ne se sert pas de Bayam comme une plateforme d'accompagnement de l'enfant avec des notes. Donc, il n'y a pas d'individualisation. Oui. Par contre, on peut avoir une projection d'un livre, d'une vidéo, un jour une question, etc. Et après, les parents peuvent effectivement, le professeur... On a eu, notamment pendant le confinement, Bayam a beaucoup servi. On a été nation apprenante, on a été beaucoup de nos contenus. Et donc, les parents, via les professeurs, ont découvert la plateforme. Vous êtes venu avec une petite enceinte qui m'a l'air vachement sympathique. Elle est très sympa. Racontez-moi, c'est la dernière question, on a peu de temps, mais dites-moi. L'enceinte Merlin, c'est une co-entreprise avec Radio France. Oui. Et justement, je disais tout à l'heure, on veut être là où sont les enfants. C'est vrai que les enfants sont aussi sur les enceintes. Donc, on a voulu proposer une enceinte connectée qui permet, on a accès à un catalogue Bayard et Radio France. Il y a à peu près 200 contenus quand on achète cette enceinte. L'enfant et le parent peut programmer l'enceinte finalement, et ensuite on va l'écouter dans la chambre, et on est en totale autonomie. Et là, il n'y a pas d'écran. Et oui, il n'y a pas d'écran du tout. Vous avez juste un tout petit écran ici pour avoir le nom de l'histoire. Mais bon. Pour avoir le nom de l'histoire ? C'est important. D'accord. Alors, je tiens à préciser que nous n'avons aucun lien avec Bayard, ni aucun intérêt spécifique. On ne fait pas de la pub. Mais c'est intéressant de pouvoir comprendre ce qui existe effectivement comme moyen d'éduquer et d'initier les enfants aussi à tous les arts possibles et à la culture de manière générale. Merci Damien Giard d'avoir été avec nous. Merci. On va retrouver tout de suite votre chronique, cher Mickaël. Absolument. Merci. Mickaël, je le disais, qui a pris sa plus belle voix aujourd'hui pour moi. C'est pour vous. Oui, non, mais je suis d'accord, c'était très... Petit côté sensuel dans la voix. Je n'osais pas le dire, mais c'est vous qui l'avez dit. C'est bien. C'est le réseau social préféré des ados et vous nous en parlez régulièrement dans cette chronique. C'est quoi de neuf sur les réseaux ? Il s'agit de TikTok, évidemment. Oui, avec forcément un contrôle parental beaucoup plus compliqué que sur Bayam, dont on vient de parler avec Damien Giard. TikTok, c'est le réseau social de la viralité par excellence, avec ses défis, challenges et concours en tout genre. Les ados adorent. Il y a aussi le fait que TikTok paraît plus authentique, plus réel. Il n'y a pas de photos de professionnels ultra travaillés comme c'est le cas par exemple sur Instagram. Et puis la raison principale, c'est surtout que TikTok intéresse très peu les adultes. Les ados et les enfants restent donc entre eux, pas de risque de contact avec d'autres membres de la famille, comme c'est désormais le cas sur Facebook et Instagram. Et ça justement, c'est en train de poser problème. Bah oui, parce que les enfants sont entre eux et il n'y a pas de contrôle des parents justement. Alors je rectifie tout de suite ce que je viens de dire. J'ai dit que sur TikTok, les enfants étaient entre eux, alors que c'est pas du tout vrai en fait. Vous faites des pièges. Oui, je fais des pièges. Non, mais c'est ça le problème, ils croient être entre eux en fait. On sait que sur ces plateformes, des adultes malveillants se font passer pour des enfants. On en a beaucoup parlé d'ailleurs dans le grand JT de l'éducation, et que c'est le cas de nombreux harcèlements qui cessent d'augmenter sur les réseaux sociaux. Ça existait déjà avant l'arrivée de TikTok, les harcèlements, les cyberharcèlements évidemment, mais aujourd'hui, c'est de pire en pire en raison déjà du fait que la plateforme est énormément chronophage et aléatoire. On peut facilement tomber sur des vidéos postées par des inconnus, contrairement à Facebook ou Instagram. Et puis je vous le disais, le contrôle parental n'existe pas. Impossible de restreindre des contenus sur TikTok. Mais c'est le cas aussi sur beaucoup d'autres plateformes, et notamment sur Snapchat. Oui, et c'est pour ça qu'aux États-Unis, 44 procureurs ont décidé de faire bouger les choses. Ils ont envoyé une lettre à Snapchat et TikTok pour les inciter à offrir un contrôle parental à leur réseau. À la suite de cette lettre, Snapchat a répondu très vite en précisant que ces outils de contrôle feraient leur apparition dans les mois à venir. En revanche, du côté de TikTok, c'est pas la même histoire. La plateforme ne donne pas de réponse concrète sur le sujet. Ils disent en gros qu'ils seraient impatients de discuter et d'échanger afin de réfléchir à des idées pour le futur de leur réseau social dans ce domaine.
Rien n'est fait donc pour le moment et de ce qu'on comprend, rien n'est en cours. Pourtant, cela fait plusieurs fois que TikTok se fait épingler pour sa dangerosité chez les plus jeunes. Les parents vont donc devoir redoubler de vigilance pour protéger leurs enfants. Et oui, c'est inquiétant parce qu'en fait, c'est des enfants qui sont exposés de plus en plus jeunes finalement. Oui, et les derniers chiffres font peur, hein, clairement. Selon un rapport d'Ofcom, qui est le régulateur des médias au Royaume-Uni, un peu comme le CSA chez nous, on apprend que 16% des enfants de 3 et 4 ans sont déjà sur TikTok, un chiffre qui grimpe à 33% pour les enfants de 5 à 7 ans et à 60% pour les 8-11 ans. Bon, soyez prudents, hein, c'est le terme, hein, attention. Ouais. Merci Mika. Tout de suite, c'est l'heure de Souvenir d'écolier. Cette semaine, Malika Ménard reçoit Barbara Cabrita, la comédienne, lui a raconté pourquoi elle avait repris ses études. Regardez. Vous, aujourd'hui, vous êtes actrice. Est-ce que, plus jeune, vous avez rêvé à d'autres métiers ? Je voulais être gymnaste. Je faisais de la gym. D'accord. Beaucoup. Oui, très fort en sport, vous avez dit. Ouais, ça c'était vraiment mon truc. Et c'est ça qui m'a permis de vivre cette scolarité bien. Parce que dans mon corps, je me sentais bien. Donc avec ce que je vivais, c'était vraiment plus facile. Et puis je vivais dans une maison dans la forêt, donc j'étais vraiment en contact avec la nature. Et je voulais faire ça. Et puis après, vocation ruinée à cause d'une opération du genou. Ah d'accord. Très jeune ? À 15 ans. Oui, quand même. C'était une opération volontaire de la part de mon entraîneur et du chirurgien pour augmenter les performances. Malheureusement, à l'époque, ça se faisait. C'était très particulier. Et donc, du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Et je voulais faire comme tout le monde, astronaute. Parce que tout le monde veut être astronaute. Ouais, il y a plein de gens qui veulent être astronaute parce que c'est cool d'être astronaute. Et du coup, l'acting, ça vient à quel moment ? Ça vient complètement par hasard. Ça vient par hasard. Quand ma mère avait... justement, quand j'avais commencé à faire des photos, c'est ma mère qui avait envoyé des photos de moi dans mon dos à une agence de mannequins. Les premières photos, c'est parce que votre maman le fait dans le dos ? Ouais. D'accord. Ouais, moi, j'avais pas du tout cette envie-là. Au Clipodium avec Franck des To Be Free, c'est elle ? Ouais, c'est elle. C'est elle qui a ouvert la porte à... En fait, elle a envoyé des photos de moi faites par un photographe de plage. À l'époque, ça se faisait sur les plages. Et moi, je pensais que c'était pour elle. Et elle les a envoyées à une agence de modèles. Ça a pris tout de suite ? Ça a pris après... Faut être très raisonnable et juste, je n'ai pas du tout le physique mannequin, c'était vraiment pour faire des photos de visage ou d'ambiance, quoi. Puis ça marchait pas, moi j'étais pas trop dans ce truc. Hein, c'est comme ça qu'on vous a repéré ? Oui. Et c'est comme ça qu'il y a eu de la comédie après derrière Et après, cette agence de modèles m'a proposé un casting pour une série télé que j'ai eu. C'était Le Groupe sur France 2. Et c'était juillet-août, le tournage. Je me suis dit, super, j'ai pas besoin de trouver un boulot d'été. Et en octobre, je reprends la fac, quoi. J'étais en fac de psycho à ce moment-là, j'avais pris la fac. Bon, alors vous vouliez être psychologue ? Ouais. À un moment, je me suis dit, ça m'intéresse quand même beaucoup. Une année seulement de psycho ? J'ai fait un pseudo-DUG, puisque j'ai pas terminé, puisque j'ai commencé comédienne à ce moment-là, donc j'ai pas pu valider le DUG. Il y avait aussi de l'accordéon. Il y a de l'accordéon. Vous avez fait de l'accordéon ? J'ai fait de l'accordéon. Mais vous auriez pu être musicienne. Et oui, j'ai fait de l'accordéon et du piano. Oui, mais moi c'est l'accordéon. Mais l'accordéon. Ah ouais, l'accordéon. Mais l'accordéon, du coup, ça a suscité aussi pas mal de moqueries. Ah oui, c'est pas facile à assumer jeune, ça c'est sûr. Ouais, et c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais pourquoi ils le savaient au lycée que vous faisiez de l'accordéon ? Ça circulait, on était dans des petits villages, quoi, donc ouais. Et pourtant vous aimiez ça ? J'adorais ça. Je l'ai toujours chez moi. Vous auriez pu continuer en cachette ? Oui, mais je l'ai pas fait. Franchement, c'était un moment, j'ai eu un déni total. Refoulement sur tout ça. Je me suis dit, allez, on passe à autre chose. Et je crois que vous avez repris vos études récemment. Oui. Vous êtes bien renseignée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que je me suis jamais dit que le métier comédienne, ce serait ma vie. Je me suis dit que
quand j'avais 19 ans et que j'ai fait ces études en psycho et que j'ai commencé à être comédienne, ça m'a pas forcément plu d'être comédienne. J'ai pas forcément aimé, voilà, j'étais très cadrée, très tout ça, et le côté un peu saltimbanque, ça me perturbait un peu. Ouais. Et je me suis toujours dit, tous les ans qui passaient, je me suis dit en octobre, je reprends la fac. Vraiment, faut arrêter maintenant, on va faire des vraies études. Et donc 10 ans plus tard... Ça a mis 10 ans à réellement retourner. Je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire autre chose. Et vous êtes diplômée? Oui, en anthropologie. Donc ça veut dire un jour, vous pourriez être anthropologue? J'adorerais. Après, il faut combien de temps? Comment? Combien de temps d'études vous avez eu? C'était 3 ans. Ok. Une licence, et après, il faut quand même faire un master 1, master 2. Il faudrait encore les reprendre? Oui, je pense. Ce serait bien d'aller jusque-là. Et comment vous arriviez à trouver le temps entre les tournages et aller à la fac? Eh ben, j'avais demandé tout mon mardi de libre. À cette époque, j'étais sur RIS Police Scientifique sur TF1. Ouais. J'avais demandé mon mardi pour pouvoir faire 9h, 21h de cours. C'était à Saint-Denis, à Jean-Rouge. Je prenais mon scooter, j'y allais. Et à chaque fois que j'avais terminé le tournage, peut-être vers 17h, je filais, je faisais 18h, 21h, et ainsi de suite. Et je rattrapais les cours, les week-ends. C'est impressionnant quand même. Mais c'est, en fait, quand c'est une passion, honnêtement, enfin, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est vrai que c'était un rythme soutenu, mais c'était chouette. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Barbara Cabrita pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci beaucoup à toute l'équipe de School TV, à Elisa Bernardo à la réalisation, à Héloïse Merlin au son, à Agathe Delannoy et Maguessel à la rédaction en chef, Tae Sayad au make-up. Merci Mika. Merci Virginie. À demain. À demain.